Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle, l'employé de l'agent de change. Peu de temps après mon mariage, j'avais acheté une clientèle dans le quartier de Paddington. Le vieux monsieur Farquhar, qui me l'avait cédé, avait été autrefois un excellent praticien de médecine générale, mais son âge, compliqué d'un mal qui ressemblait à la danse de Saint-Guy, avait éloigné les patients de son cabinet. Rien d'anormal, n'est-ce pas, à ce que le public parte du principe que l'homme qui fait profession de soigner autrui doit être lui-même en bonne santé. Beaucoup de gens se méfient du médecin dont les remèdes sont inefficaces pour son propre cas. Au fur et à mesure que déclinait mon prédécesseur, sa clientèle tombait. Quand je pris sa succession, elle était descendue de 1200 consultations annuelles à 300. Toutefois, j'étais jeune, plein d'énergie et j'avais confiance. Quelques années, j'en étais sûr, me suffiraient pour remonter la pente. Au cours des 3 mois qui suivirent mon installation, je ne bougeais de chez moi que pour visiter mes malades. Je vis donc rarement mon ami Sherlock Holmes, qui ne se déplaçait presque jamais en dehors de ses affaires, puisque de mon côté, j'étais trop occupé pour me rendre dans Baker Street. Aussi fus-je surpris, certains matins de juin, lorsque, assis en train de lire la Gazette médicale anglaise après mon petit déjeuner, j'entendis la sonnette, bientôt suivie de la voix de mon vieux camarade. « Ah, mon cher Watson !» s'écria-t-il en pénétrant dans le salon. « Je suis ravi de vous voir. J'espère que Madame Watson est tout à fait remise des petites émotions que nous avons connues lors de notre aventure du signe des 4. »« Merci, oui, tous deux nous allons très bien, » répondis-je en lui serrant chaleureusement la main. « Et j'espère aussi, » reprit-il en s'asseyant dans le rocking-chair, « que les soucis de l'exercice de la médecine n'ont pas entièrement détruit l'intérêt que vous portiez à nos petits problèmes de logique. » Au contraire, répondis-je, hier soir encore je me suis plongé dans mes vieilles notes pour classer quelques-uns de nos résultats. Considéreriez-vous votre collection comme terminée, achevée, complète ? Oh non, pas du tout. Je ne souhaiterais rien de mieux que de l'enrichir d'expériences nouvelles. Aujourd'hui, par exemple ? Ah oui, aujourd'hui, si cela vous plaît. Et aussi loin qu'à Birmingham ? Certainement, si vous le désirez. Mais la clientèle ? J'assure celle de mon voisin quand il s'en va. Il est toujours prêt à acquitter ses dettes. « Ah, alors voilà qui est parfait !» s'exclama Holmes en se laissant aller dans son fauteuil et en me regardant attentivement à l'abri de ses paupières à demi closes. « Je m'aperçois que ces derniers temps, votre santé n'a pas été brillante. Les rhumes de l'été sont toujours assez fatigants. J'ai dû rester à la chambre 3 jours la semaine dernière à cause d'un coup de froid, mais je croyais que je n'en arborais aucune trace. En effet, vous paraissez remarquablement en forme. » Comment alors avez-vous su que j'avais été souffrant ? Vous connaissez mes méthodes, cher ami. Vous l'avez déduit ? Exactement. Et de quoi ? De vos pantoufles. Je considérais les pantoufles vernis neuves que je portais. Et comment diable ? Holmes répondit à ma question avant que j'eusse eu le temps de la formuler. Vos pantoufles sont neuves, dit-il. Il ne peut pas y avoir plus de quelques semaines que vous les avez. Or, les semelles que vous présentez en ce moment à ma vue sont légèrement roussies. Un instant, j'ai pensé que vous aviez pu les mouiller, puis les roussir en les séchant. Mais près de la cambrure, je vois un petit disque rouge de papier avec les hiéroglyphes du marchand. L'humidité l'aurait naturellement décollé. Vous vous êtes donc assis les pieds au feu, ce qu'un homme en parfaite santé n'aurait pas fait, même par un mois de juin aussi pluvieux que celui dont nous sommes gratifiés. Les raisonnements de Holmes avaient ceci de particulier. Une fois l'explication fournie, la chose était la simplicité même. Il lut ce sentiment sur mon visage, son sourire se nuança d'amertume. « J'ai l'impression que je me déprécie quand j'explique, dit-il. Des résultats sans cause sont beaucoup plus impressionnants. Êtes-vous prête à partir pour Birmingham ? Bien sûr, de quelle affaire s'agit-il ? Je vous la raconterai dans le train. Mon client est dehors dans une voiture. Pouvez-vous venir tout de suite ? 1 minute et je suis à vous. » Je griffonnai un billet pour mon voisin, montai 4 à 4 afin d'avertir ma femme et rejoignis Holmes sur le pas de ma porte. « Votre voisin est un médecin ? » me demanda-t-il en me désignant la plaque de cuivre. « Oui, il a acheté une clientèle comme moi. Une clientèle établie depuis longtemps ? Comme la mienne.
toutes deux existé depuis que les maisons ont été construites? Ah, dans ce cas, vous vous êtes assuré de la meilleure des deux. Je pense que oui, mais comment savez-vous? Par les marches, mon cher. Les vôtres sont 3 fois plus usées que les siennes. Mais voici dans cette voiture mon client, Monsieur Hal Pycroft. Permettez-moi de vous présenter à lui. Fouettez votre cheval, cocher, car nous avons juste le temps d'arriver à la gare pour prendre le train. L'homme en face de qui je m'assis était jeune, bien bâti, avec un teint clair, un visage ouvert et honnête, et une petite moustache blonde frisée. Il portait un haut de forme fort brillant, un costume noir sombre et élégant. Bref, ce qu'il fallait pour lui donner l'apparence de ce qu'il était, un jeune familier de la City appartenant à cette classe que l'on a baptisée Cockneys, mais qui a fourni l'élite de nos régiments de volontaires, de nos sportifs et de nos athlètes. Sa figure ronde, rougeaude, respirait naturellement la bonne humeur. Mais les coins de sa bouche s'étaient affaissés sous l'effet d'une détresse qui ne me parut pas exempte de comique. Il me fallut attendre cependant que nous fussions installés dans notre compartiment de première classe et que notre train eût démarré dans la direction de Birmingham pour apprendre la nature de l'ennui qui l'avait conduit chez Sherlock Holmes. « Nous avons 70 minutes devant nous, » annonça Holmes. « Je vous demande, monsieur Hal Pycroft, de bien vouloir faire part à mon ami de votre très intéressante aventure, exactement comme vous m'en avez fait part à moi-même, avec même quelques détails supplémentaires si possible. Cela me sera utile d'entendre à nouveau la succession des faits. Il s'agit d'un cas, Watson, peut-être parfaitement creux, mais qui du moins présente des caractéristiques sortant de l'ordinaire et qui vous sont aussi chères qu'à moi. Maintenant, monsieur Pycroft, je ne vous interromprai plus. » Notre jeune compagnon me regarda avec une lueur de malice dans les yeux. « Le pire dans cette histoire, dit-il, c'est que j'ai l'air du plus fieffé des idiots. Évidemment, rien n'est encore catastrophique, et d'ailleurs, je ne vois pas comment j'aurais pu agir autrement. Mais si j'ai perdu ma place sans compensation, alors je paierai cher pour le doux crétin que j'aurais été. Je ne suis pas très fort pour raconter les histoires, Dr. Watson, mais il faut me prendre comme je suis. Je travaillais chez Coxon and Woodhouse, à Draper's Garden, mais au début du printemps, ils eurent un coup dur avec l'emprunt vénézuélien, comme vous vous rappelez sans doute, et ce fut une méchante faillite. J'étais resté chez eux 5 ans. Le vieux Coxon me délivra un fameux certificat quand survint le krach. Mais nous, les employés, au nombre de 27, nous fûmes tous sur le pavé. Je frappais à plusieurs portes, mais il y avait beaucoup d'autres types dans mon cas, et j'essuyais partout un fiasco complet. Chez Coxon, on me payait 3 livres par semaine. J'en avais économisé environ 70, mais je commençais à en voir la fin. J'étais quasiment à sec. C'était tout juste si je pouvais acheter des timbres pour écrire aux petites annonces et des enveloppes pour y coller mes timbres. J'avais troué mes semelles à force de monter les escaliers des bureaux, toujours rien en vue. Finalement, je sus qu'il y avait une place libre chez Manson & Williams, le grand agent de change de Lombard Street. Les histoires de bourse, ça n'est peut-être pas votre rayon, mais je peux vous garantir que Manson & Williams compte parmi les maisons très prospères de Londres. À l'annonce qui avait paru, il fallait répondre par lettre. J'envoyai mon certificat et mon curriculum vitae, mais sans grand espoir. Par retour du courrier, je reçus une réponse m'informant que si je me présentais le lundi suivant, je pourrais immédiatement entrer en fonction à condition que mon aspect extérieur fût satisfaisant. Personne ne sait comment ces choses-là se décident. Il y en a qui affirment que le directeur se contente de plonger sa main dans le tas et de prendre le premier nom qui sort. En tout cas, le mien était sorti. Rien ne pouvait me faire davantage plaisir. Pour appointement de début, on me proposait 1 livre de plus par semaine que chez Coxon, avec des fonctions à peu près analogues. Et maintenant, j'en viens à la partie bizarre de mon histoire. Je logeais en garni sur la route de Hampstead, 17 Potter's Terrace. Bon, le soir même du jour où j'avais reçu ma promesse d'emploi, je fumais un cigare le cœur en paix lorsque la propriétaire monta dans ma chambre avec une carte de visite sur laquelle je lus « Arthur Pinner, agent financier ». Je n'avais jamais entendu parler de ce Pinner,
et je me demandais bien ce qu'il pouvait me vouloir, mais naturellement je le fis monter. Le voilà qui entre, taille moyenne, cheveux bruns, yeux noirs, barbe noire, il a des manières vives, il parle bref, comme un monsieur qui connaît la valeur du temps. Monsieur Hall Pycroft, je crois. Oui, monsieur. Je lui avance une chaise. Vous étiez récemment chez Coxon and Wathooze. Oui, monsieur. Et engagé maintenant par Manson. Exact. Bon, fait-il. Voilà, j'ai entendu quelques histoires peu banales sur vos capacités financières. Vous vous rappelez par cœur le directeur de Coxon. Il était intarissable à votre sujet. Évidemment, j'étais bien aise de l'entendre. Au bureau, j'avais toujours bien travaillé, mais je n'aurais jamais cru que dans la City, on parlait autant de moi. Vous avez une bonne mémoire ? Me demande-t-il. Assez, dis-je modestement. Êtes-vous demeuré en contact avec la bourse pendant que vous n'avez pas travaillé ? Oui, tous les matins, je lis la cote des valeurs. Voilà qui dénote une réelle application, s'écrie-t-il. Voilà comment on s'enrichit. Vous ne m'en voudrez pas si je vous mets à l'épreuve, n'est-ce pas ? À combien aujourd'hui les Ayrshire ? 105 contre 105 un quart. Et le consolidé de Nouvelle-Zélande ? 104. Et les Broken Hills anglais ? 7 contre 7 et 6. Merveilleux, s'exclame-t-il en levant les bras. Exactement ce que j'aurais répondu. Mon garçon, vous êtes bien calé pour prendre une place d'employé chez Manson. Cette explosion m'étonne, comme vous pouvez le penser. Ma foi, dis-je à monsieur Pinner, d'autres gens ne m'apprécient pas autant que vous. J'ai dû me bagarrer dur avant de trouver ce job et je suis rudement content de l'avoir obtenu. Oh, mon cher, vous devriez voler plus haut, voyons. Vous n'êtes pas dans votre vraie sphère. Moi, ce que je vous offre est peu de choses par rapport à vos capacités. Mais par rapport à ce que vous offre Manson, c'est le jour à côté de la nuit. Dites-moi, quand vous présentez-vous chez Manson ? Lundi. Ah, je parierais bien une petite somme que vous n'irez chez Manson. Pas chez Manson ? Non, monsieur. Lundi, vous serez directeur commercial de la société de quincaillerie Franco-Midland, SARL qui groupe 134 succursales dans les villes et villages de France, sans compter celles de Bruxelles et San Remo. J'en ai le souffle coupé. Je murmure, mais je n'en ai jamais entendu parler. Rien d'étonnant. Tout cela a été tenu très secret. Le capital a été entièrement souscrit par des particuliers. C'est une trop jeune affaire pour y admettre le public. Mon frère, Harry Pinner, est l'animateur et l'administrateur délégué. Il savait que j'étais dans le bain et il m'a demandé de lui trouver un brave type pas cher, c'est-à-dire un homme jeune, actif, plein de mordant, d'énergie. Parker m'a parlé de vous. Voilà pourquoi je suis ici ce soir. Nous ne pouvons vous offrir qu'un salaire de misère. 500 pour débuter. Je hurle, 500 livres par an ? Oh, seulement pour commencer. Mais vous aurez une commission de 1% sur toutes les affaires enlevées par vos agents, et vous pouvez me croire, cette commission doublera votre salaire. Mais enfin, je ne connais rien à la quincaillerie. Mon garçon, vous y connaissez en chiffres. J'ai des bourdonnements dans la tête. Je voudrais bien rester calme et tranquille sur ma chaise, mais c'est difficile. Soudain, un petit frisson de doute me chatouille. « Il faut que je sois franc avec vous, lui dis-je. Manson ne m'offrait que 200 livres, mais Manson est une affaire sérieuse, sûre. En réalité, je sais si peu de choses sur votre société que... »« Ah, parfait, bravo !» s'écrie-t-il dans une sorte d'extase. « Vous êtes exactement l'homme qu'il nous faut. On ne vous la fait pas à vous, et vous avez bien raison. Tenez, voici un billet de 100 livres. Si vous pensez que nous pouvons nous entendre... vous n'avez qu'à le glisser dans votre poche. Ce sera une avance sur votre salaire. » C'est fort généreux de votre part, dis-je. Quand dois-je débuter dans mon nouvel emploi ? Soyez à Birmingham demain à 1h. J'ai dans ma poche une lettre que vous remettrez à mon frère. Vous le trouverez au 126B Corporation Street, où sont situés les bureaux provisoires de la société. Naturellement, c'est lui qui vous confirmera votre engagement, mais entre nous, l'affaire est conclue. Vraiment, je ne sais comment vous exprimer ma gratitude, monsieur Pinner, lui dis-je. Mais pas du tout, mon garçon. Vous n'avez que ce que vous méritez. Il y a une ou deux choses, de simples formalités que je voudrais régler avec vous. Avez-vous une feuille de papier ici ?
Bon, écrivez. Je sous-signé déclare accepter les fonctions de directeur commercial à la société de quincaillerie Franco-Midland contre des appointements minima de 500 livres. Je fais ce qu'il demande et il met le papier dans sa poche. Encore un autre détail, reprend-il. Qu'avez-vous l'intention de faire avec Manson? Dans ma joie, j'avais complètement oublié Manson. Bien, je vais écrire une lettre de démission. Voilà précisément ce que je ne veux pas. Figurez-vous que je me suis disputé à propos de vous avec le directeur de Manson. J'étais monté lui parler de vous, et il a été très désagréable, insultant même. Il m'a accusé de vouloir vous embobeliner pour vous faire quitter sa firme. À la fin, j'ai presque perdu mon sang-froid et je lui ai lancé « Si vous voulez de bons employés, il faut les payer un bon prix ». Il m'a répondu « Il préférerait avoir notre petit salaire plutôt que le vôtre ». Et moi j'ai répondu « Je vous parie 5 livres que lorsqu'il aura écouté mes offres, vous n'entendrez plus jamais parler de lui ». Il m'a dit « Tenez, nous l'avons ramassé dans le ruisseau, il ne nous lâchera pas de sitôt. » Voilà ses propres paroles. L'impudent coquin, jamais je ne l'ai vu de ma vie. D'ailleurs, pourquoi m'occuperais-je de lui? Si vous préférez que je ne lui écrive pas, certainement je ne lui écrirai pas. Bien, voilà qui est promis, me dit-il en se levant de sa chaise. Eh bien, je suis ravi d'avoir déniché pour mon frère quelqu'un d'aussi intelligent. Voici votre avance, 200 livres, et voici la lettre. Prenez note de l'adresse, 126B Corporation Street, et souvenez-vous de l'heure de votre rendez-vous, demain à 1h. Bon, bonne nuit. Je vous souhaite de gagner tout l'argent que vous méritez. Voilà tout ce qui s'est passé entre nous, si mes souvenirs sont exacts. Vous imaginez, Dr. Watson, comme j'étais content. Une chance aussi peu ordinaire. Je passais la moitié de la nuit à remuer tout ça dans ma tête, et le lendemain, je partis pour Birmingham par un train qui me laissait suffisamment de temps pour arriver à l'heure. Je déposai mes affaires dans un hôtel de New Street, et je me rendis à l'adresse indiquée. J'étais en avance d'un quart d'heure, mais je me dis que ça n'avait pas d'importance. Le 126B était un couloir entre 2 grandes boutiques qui menait à un escalier de pierre en colimaçon sur lequel ouvraient de nombreux appartements, loués en guise de bureaux à des sociétés ou à des membres de professions libérales. Les noms des locataires étaient badigeonnés sur un tableau, mais je ne vis pas le nom de la SARL Franco-Midland de quincaillerie. Je demeurais interdit. J'en avais le cœur gros comme une montagne. Je me demandais si toute cette affaire était une mystification. Et puis, un homme survint et m'adressa la parole. Il ressemblait beaucoup au type que j'avais vu la veille au soir. Il avait la même voix, la même silhouette, mais il était imberbe et ses cheveux étaient plus clairs. « Seriez-vous Monsieur Hall Pycroft » me demande-t-il. « Oui. »« Ah, je vous attendais, mais vous êtes un peu en avance. J'ai reçu ce matin une lettre de mon frère. Il me chante vos louanges. » J'étais en train de chercher vos bureaux. Nous n'avons pas encore notre nom inscrit ici, car ce n'est que la semaine dernière que nous avons pu nous procurer ces locaux provisoires. Mais venez avec moi, nous allons parler de l'affaire. Et je le suis jusqu'en haut d'un escalier sous les ardoises. Là, 2 petites pièces vides et poussiéreuses, sans tapis et sans rideaux, dans lesquelles il me pousse. Moi, j'avais pensé à un grand bureau avec des tables étincelantes, des employés rangés derrière comme j'y étais habitué. Alors je regarde plutôt interloqué 2 chaises branlantes et une petite table qui, avec un registre et une corbeille à papier, composait tout l'ameublement. « Ne vous découragez pas, Monsieur Pycroft » s'écrie ma nouvelle connaissance en voyant la tête que je faisais. « Rome ne s'est pas construit en un jour. Nous avons beaucoup d'argent derrière nous, quoique nous ne fassions pas énormément des pâtes dans nos bureaux. Allons, asseyez-vous et donnez-moi votre lettre. » Je la lui donne. Il la lit très soigneusement. « Vous semblez avoir produit une très forte impression sur mon frère Arthur, » dit-il en reposant la lettre. « Or, je le connais bien. Il a le jugement sain. Certes, il ne jure que par Londres et moi par Birmingham. Toutefois, en cette occasion, je suivrai son avis. Veuillez vous considérer comme définitivement engagé. » Qu'aurais-je à faire ? Vous aménagerez bientôt notre grand dépôt de Paris qui va déverser un flot de faïence et de poterie anglaise dans les magasins de nos 134 agents en France. L'achat sera totalement effectué dans la semaine. D'ici là, vous resterez à Birmingham et vous vous rendrez utile. Et en quoi faisant ? Pour toute réponse,
Voilà qu'il prend dans un tiroir un gros livre rouge. « Ceci est le bottin, me dit-il. Le bottin est la liste des habitants de Paris. Leur profession est inscrite après le nom. Je voudrais que vous emportiez ce livre chez vous et que vous releviez les noms de tous les quincailliers avec leurs adresses. Cela me servirait beaucoup d'avoir cette liste. » Sûrement, il en existe déjà dans des annuaires, non ? Non, on ne peut pas se fier à elles. Leur système est différent du nôtre. Mettez-vous là-dessus et venez m'apporter vos listes lundi prochain à midi. Bien. Au revoir, monsieur Pycroft. Si vous continuez à montrer du zèle et de l'intelligence, vous trouverez que la société est un bon patron. Je rentre à l'hôtel avec sous le bras le gros livre rouge et dans le cœur des sentiments fort contradictoires. D'un côté, je suis définitivement engagé et j'ai 100 livres en poche. De l'autre, l'aspect des bureaux, l'absence du nom sur le tableau et d'autres détails qui auraient frappé un homme d'affaires m'ont fâcheusement impressionné sur la situation de mes employeurs. Mais, après tout, j'ai mon argent, advienne que pourra. Je m'attelle donc à ma tâche. Tout le dimanche, je demeure penché au-dessus du bottin, et lundi, je n'en suis arrivé qu'à la lettre H. Je retourne chez mon patron, je le trouve dans la même pièce vide. Il me dit de continuer jusqu'au bout et de revenir mercredi. Mercredi, je n'ai pas encore terminé. Je travaille d'arrache-pied jusqu'à vendredi, c'est-à-dire hier. Alors j'apporte mon travail à monsieur Harry Piner. « Je vous remercie beaucoup, me dit-il. Je crains d'avoir sous-estimé les difficultés de cette tâche. Vous avez fait là un travail qui me sera d'un secours matériel considérable. » Et qui m'a pris du temps. Maintenant, reprend-il, je vais vous demander de me dresser la liste des maisons d'ameublement, car elles vendent toutes de la quincaillerie. Très bien. Venez demain soir à 7h pour me dire où vous en serez. Bon, ne vous surmenez pas. 2 heures de music hall dans la soirée ne vous feront pas de mal après vos travaux. Le voilà qui se met à rire tout en me parlant, et je m'aperçois, non sans sursauter, que sa deuxième dent du côté gauche a un très vilain plombage en or. Sherlock Holmes se frotta les mains avec ravissement, tandis que moi je contemplais avec ahurissement notre client. « Oui, vous avez bien raison de paraître sidéré, Dr. Watson, me dit-il. Mais pourtant c'est ainsi. Quand j'avais causé avec l'autre type à Londres, il avait ri à l'idée que je n'irais pas chez Manson, et j'avais remarqué que sa dent était plombée très exactement comme celle que j'ai vue hier. Vous comprenez, le reflet de l'or, dans les deux cas, fixa mon attention. Quand je réfléchis que la voix et la silhouette étaient les mêmes, et que les seules caractéristiques qui différaient pouvaient provenir d'un coup de rasoir ou d'une perruque, je me dis que c'était certainement un seul et même homme. Bien sûr, on comprend que deux frères se ressemblent, mais pas au point d'avoir la même dent plombée de la même façon. Il me congédia, et je me retrouvai dans la rue, ne sachant pas trop si je marchais sur la tête ou sur les talons. Je revins à mon hôtel, me plongeai la tête dans l'eau froide et essayai de penser. Pourquoi m'avait-il envoyé de Londres à Birmingham? Pourquoi était-il arrivé à Birmingham avant moi? Pourquoi s'était-il écrit une lettre à lui-même? C'était trop de problèmes pour ma tête, je n'y comprenais rien. Et soudain, l'idée me traversa que ce qui était pour moi noir comme la nuit pouvait être clair comme le jour pour monsieur Sherlock Holmes. J'ai eu juste le temps de prendre le train de nuit, de le voir ce matin et de vous ramener tous deux à Birmingham. Lorsque l'employé de l'agent de change eut terminé le récit de sa surprenante aventure, il y eut un instant de silence. Puis Sherlock Holmes m'adressa un clin d'œil et s'adossa au coussin avec la figure à la fois satisfaite et critique d'un connaisseur qui vient de s'humecter le palais avec un grand cru de l'année. « Pas mal, Watson, n'est-ce pas? Il y a dans cette affaire certains détails qui me plaisent. Je pense que vous conviendrez avec moi qu'un entretien avec monsieur Harry Piner au siège provisoire de la Franco-Midland ne manquerait pas de piquant pour nous deux. » « Mais comment pourrons-nous, demandai-je. »« Oh, rien de plus facile, s'exclama joyeusement Hal Pycroft. Vous êtes deux de mes amis qui cherchaient un emploi. Quoi de plus normal que je vous présente à l'administrateur délégué? » « Bien sûr, d'accord, fit Holmes. Je voudrais voir de près ce personnage et tenter de percer son petit jeu. Quelle qualité, mon ami, possédez-vous donc pour que vos services soient si hautement évalués? Ou serait-il possible que... » Il se mit à se ronger les ongles
et à regarder obstinément par la portière. Nous n'obtîmes pas plus de 2 ou 3 paroles de lui avant notre arrivée dans New Street. À 7 heures, ce soir-là, nous déambulions tous les 3 dans Corporation Street vers les bureaux de la société. « Ce n'est pas la peine d'arriver en avance, nous expliqua notre client. Il ne vient là que pour me voir apparemment, car les lieux sont inoccupés jusqu'à l'heure fixée pour notre rendez-vous. » « Voilà qui est suggestif, » observa Holmes. « Je vous l'avais bien dit, » s'exclama subitement l'employé de banque. « Le voici là qui marche devant nous. » Il nous désigna un homme plutôt petit, blond, bien habillé, qui se hâtait sur l'autre trottoir. Tandis que nous le surveillions, il regarda du côté d'un gamin qui hurlait les titres de la dernière édition du journal du soir, s'élança au milieu des voitures et des autobus pour en acheter un. Puis, le journal dans une main, il disparut par une porte. « C'est là !» s'écria Hal Pycroft. « Il monte au bureau de la société. Bien, venez avec moi, je vais tout régler le plus facilement du monde. » Nous grimpâmes 5 étages à sa suite. Notre client frappa à une porte entr'ouverte. « Entrez !» Nous nous trouvâmes alors dans la pièce nue et vide qui nous avait été décrite. Devant la table unique était assis l'homme que nous avions aperçu dans la rue. Le journal du soir était étalé sous ses yeux. Quand il leva la tête, il me sembla que je n'avais jamais vu de visage portant autant de signes d'accablement, et de quelque chose au-delà de l'accablement, d'une horreur telle que peu de gens en éprouvent au cours de leur existence. Son front était luisant de sueur, ses joues avaient la couleur blanchâtre d'un ventre de poisson, dans ses yeux brillait un sauvage regard fixe. Il regarda son employé comme s'il ne le reconnaissait plus, et je constatai d'après l'étonnement qu'exprimait la figure de notre guide que cette contenance n'était pas du tout celle à laquelle il l'avait habitué. « Vous paraissez souffrant, monsieur Pinner » s'exclama-t-il. « Oui, je ne me sens pas très bien » répondit l'autre en faisant des efforts évidents pour se ressaisir. Il passa sa langue sur ses lèvres avant de demander « Quels sont ces messieurs que vous avez amenés avec vous ?» L'un est monsieur Harris de Bermondsey et l'autre monsieur Price de cette ville, annonça notre employé avec aisance. Ce sont 2 amis à moi, des hommes d'expérience, mais ils sont chômeurs depuis quelque temps et ils espéraient que peut-être vous pourriez utiliser leur capacité dans la société. Bien possible, fit monsieur Pinner avec un sourire affreux à voir. Oui, nous pourrons sans doute faire quelque chose pour vous. Quelle est votre spécialité, monsieur Harris ? Moi, je suis comptable, répondit Holmes. Ah, nous aurons justement besoin d'un teneur de livres. Et vous, monsieur Price ? Employé de bureau, répondis-je. J'ai tout lieu d'espérer que la société pourra vous engager. Je vous le ferai savoir dès que nous serons entrés dans la voie des décisions. Maintenant, je vous prie de me laisser. Pour l'amour de Dieu, laissez-moi seul. Ces derniers mots avaient jailli de sa bouche comme si la contrainte qu'il avait visiblement exercée sur lui-même avait brusquement volé en éclats. Holmes et moi échangeâmes un regard et Hal Pycroft fit un pas vers la table. « Vous oubliez, monsieur Pinner, que vous m'avez donné rendez-vous ici pour que je reçoive vos instructions, dit-il. »« Certainement, monsieur Pycroft, certainement, » répondit l'autre d'une voix plus calme. « Vous pouvez attendre un moment, et il n'y a pas de raison pour que vos amis n'attendent pas avec vous. Je serai tout à fait à votre disposition dans 3 minutes, si tant est que je puisse abuser de votre patience jusque-là. » Il se leva avec un air très courtois, s'inclina en passant devant nous, ouvrit une porte située à l'autre bout du bureau et la referma derrière lui. « Qu'est-ce que cela veut dire ?» chuchota Holmes. « Va-t-il nous filer entre les doigts ?»« Impossible, » répondit Pycroft. « Et pourquoi ?»« Cette porte donne sur une pièce intérieure. »« Sans issue ?»« Sans autre issue que la porte. »« Est-elle meublée ?»« Hier, elle était vide. »« Alors, que peut-il y faire ? Quelque chose m'échappe dans cette affaire. Si jamais un homme a été aux 3 quarts fou de terreur, c'est bien Pinner. Qu'est-ce qui a bien pu lui donner la tremblote ? » « Il a pensé que nous étions des policiers, dis-je. »« C'est sûr, fit Pycroft. » Holmes secoua la tête. « Il n'est pas devenu blême. Il était blême quand nous sommes entrés. Il est possible que... » Sa phrase fut interrompue par un toc-toc assez fort qui venait de la porte intérieure. « Mais pourquoi diable frappe-t-il à sa propre porte ?» cria l'employé.
À nouveau, et beaucoup plus fort, retentit le toc-toc-toc. Cette porte fermée commençait à nous énerver. Je me tournai vers Holmes et je vis sa figure se figer tandis qu'il se penchait en avant avec une excitation intense. Puis soudain, nous entendîmes une sorte de gargouillement et un vif tambourinage sur du bois. Holmes bondit comme un forcené à travers la pièce et poussa sur la porte. Elle était assujettie de l'intérieur. Ensemble, nous pesâmes dessus de toute notre force, de tout notre poids. Une charnière sauta, puis une autre, enfin la porte céda. Nous nous élançâmes par-dessus les débris. La pièce était vide. Notre embarras ne dura qu'une seconde. Dans un angle, l'angle le plus proche du bureau où nous avions attendu, il y avait une deuxième porte. Holmes sauta, l'ouvrit. Par terre, gisait une veste et un gilet. À un crochet fixé derrière la porte était pendu, avec ses propres bretelles autour du cou, l'administrateur délégué de la société de quincaillerie Franco-Midland. Il avait les genoux remontés, la tête qui faisait un angle atroce avec le reste du corps. Le battement de ses talons contre la porte avait été le bruit qui avait interrompu notre conversation. En un instant, je l'avais attrapé par la taille, soulevé, tandis que Holmes et Pycroft dénouaient les bandes élastiques qui avaient presque disparu entre les plis blanchâtres de la peau. Puis, nous le transportâmes dans l'autre pièce. Il resta là étendu. Sa figure avait le teint plombé de l'ardoise. À chaque souffle, ses lèvres rouges se gonflaient et se dégonflaient. Une véritable ruine, à côté de ce qu'il était quelques minutes plus tôt. « Qu'est-ce que vous en pensez, Watson ?» me demanda Holmes. Je me penchai pour procéder à un bref examen. Le pouls était faible et irrégulier, mais sa respiration se faisait moins saccadée et ses paupières frémissaient assez pour laisser voir un peu du blanc de l'œil. Il était -5, mais à présent il vivra. Tenez, ouvrez la fenêtre s'il vous plaît et apportez-moi la carafe d'eau. Je lui déboutonnai le col, j'aspergeai sa figure et je fis exécuter à ses bras tous les mouvements classiques destinés à ranimer les asphyxiés, jusqu'à ce qu'il émît un souffle long et normal. « Ce n'est plus qu'une question de temps, dis-je en me détournant de lui. » Holmes se tenait près de la table, les deux mains enfoncées dans les poches de son pantalon et le menton baissé contre la poitrine. « Je suppose que nous devrions maintenant appeler la police, dit-il. J'avoue pourtant que je préférerais remettre aux policiers une affaire complètement élucidée. »« Tout ça, c'est énigme et compagnie, s'écria Pycroft en se grattant la tête. Pourquoi voulait-il me faire monter, me garder ici et puis... Oh, fit Holmes avec impatience. Tout est devenu assez clair, sauf ce dernier geste subit. Vous comprenez donc le reste? Le reste est l'évidence même. Qu'est-ce que vous dites, Watson? Je haussai les épaules. Moi, je n'y comprends rien. Oh, voyons. Si vous considérez les premiers éléments, ils ne mènent qu'à une seule conclusion. Quelle est votre théorie alors? Toute l'affaire repose sur 2 points. Le premier, c'est la déclaration qu'on fait écrire à Pycroft et par laquelle celui-ci entre au service de cette absurde société. Vous ne voyez pas son importance? Ah non, je crains que non. Allons, pourquoi en avait-il besoin? Pas pour la bonne règle, car ces sortes d'arrangements sont habituellement verbaux. En quel honneur y aurait-il eu une exception? Ne voyez-vous pas, mon jeune ami, qu'ils étaient très désireux d'obtenir un spécimen de votre écriture, et que c'était pour eux le seul moyen de l'avoir? Mais, enfin pourquoi? D'accord, pourquoi? Quand nous aurons répondu à ce pourquoi, nous aurons progressé vers la solution de notre petit problème. Quelqu'un voulait apprendre à imiter votre écriture, et il lui fallait auparavant s'en procurer un exemplaire. Et maintenant, si nous passons au deuxième point, nous découvrons que chacun éclaire l'autre. Le deuxième point est celui-ci. Pinner vous demande de ne pas démissionner de votre emploi. Pinner veut laisser croire au directeur de Manson qu'un monsieur Al Pycroft qu'il n'a jamais vu prendra son service lundi matin. « Mon Dieu !» s'exclama notre client. « Quelle linotte j'ai été !» À présent, mesurez-vous l'importance de votre déclaration manuscrite. Supposez que quelqu'un prenne votre place et que ce quelqu'un ait une écriture très différente de celle par laquelle vous avez posé votre candidature. La supercherie aurait été éventée. Mais entre-temps, le coquin a appris à vous imiter.
Sa situation était donc bien assurée, car je présume que personne dans les bureaux ne vous avait jamais vu. Non, personne, gémit Pycroft. Parfait. Naturellement, il était du plus haut intérêt de vous empêcher de trop réfléchir là-dessus, comme de vous éviter tout contact vous permettant d'apprendre que vous aviez un double qui travaillait chez Manson. Voilà pourquoi ils vous ont donné une jolie avance sur vos appointements et expédié dans les Midlands où ils vous accablèrent de travail pour que vous ne puissiez pas vous rendre à Londres et compromettre leur petite combinaison. Tout cela est assez simple. Mais pourquoi cet homme ferait-il semblant d'être son propre frère? Mais c'est également fort clair. Dans ce complot, ils sont évidemment deux. L'autre est en train de se faire passer pour vous au bureau. Celui-ci a joué le rôle de vous engager, et puis il a trouvé qu'il ne pourrait pas vous dénicher un patron sans mettre une troisième personne dans le secret, ce à quoi il ne tenait pas du tout. Et il a donc modifié son aspect extérieur du mieux qu'il a pu, et il a attribué cette ressemblance, que vous deviez évidemment remarquer, à un air de famille. Mais par chance, il y a eu le plombage en or, sinon vous n'auriez sans doute rien soupçonné. Hal Pycroft, dressant en l'air ses mains jointes. « Seigneur !» s'écria-t-il. « Mais pendant que je jouais l'imbécile ici, que fabriquait l'autre Hal Pycroft chez Manson? Que devons-nous faire, monsieur Holmes? Dites-moi quoi faire. »« Il faut télégraphier chez Manson. »« Le samedi, ils ferment à midi. »« N'importe, il peut y avoir un concierge ou un gardien. »« Ah oui, ils emploient un gardien en permanence à cause des valeurs qu'ils détiennent dans leur coffre. Je me rappelle en avoir entendu parler dans la City. »« Très bien. Nous allons télégraphier au gardien pour savoir si tout se passe bien, et si un employé à votre nom travaille dans l'établissement. Cela est assez clair. Par contre, ce qui l'est moins, c'est pourquoi l'un des coquins, du seul fait qu'il nous voit, quitte cette pièce et va aussitôt se pendre à côté. » Le journal, grinça une voix derrière nous. Le coquin en question, tout blanc, s'était mis sur son séant. On aurait dit un spectre. La raison commençait à réapparaître dans ses yeux. Il frictionnait nerveusement le large sillon rouge creusé autour de son cou. « Le journal, bien sûr !» s'écria Holmes au paroxysme de l'excitation. « Idiot que je suis ! J'étais tellement axé sur notre visite que pas un instant je n'ai pensé au journal. Naturellement, c'est dans le journal que nous trouverons la clé de l'énigme. » Il l'étala sur la table et un cri de triomphe s'échappa de ses lèvres. « Regardez, Watson, c'est un journal de Londres, l'une des premières éditions de l'Evening Standard. Voici ce qui nous manquait. Regardez les titres. Un crime dans la City. On assassine chez Manson & Williams. Un gigantesque coup monté. Capture du criminel. Allez, Watson, nous sommes tous également anxieux de savoir. Alors, s'il vous plaît, lisez l'article à haute voix. » D'après son emplacement dans le journal, il s'agissait de l'affaire la plus importante de la capitale. Une formidable tentative de brigandage qui se solde par la mort d'un homme et la capture du criminel a eu lieu cet après-midi dans la City. Depuis quelque temps, Manson & Williams, les agents de change bien connus, assumaient la garde de valeur dont le total dépassait 1 million de livres sterling. Le directeur était si conscient de la responsabilité qui lui incombait en raison des grands intérêts en jeu, des coffres-forts du dernier modèle avaient été mis en service et qu'un surveillant armé montait la garde nuit et jour dans le bâtiment. Il est établi que la semaine dernière, un nouvel employé du nom de Hal Pycroft fut engagé par la société. Ce Pycroft, en définitive, n'était autre que Beddington, le célèbre faussaire et cambrioleur, qui, en compagnie de son frère, venait de purger un emprisonnement de 5 ans. Par des moyens qui n'ont pas encore été précisés, il parvint à obtenir, sous un faux nom, une situation dans l'établissement. Il l'utilisa à prendre les empreintes de diverses serrures et à connaître l'emplacement de la chambre forte et des coffres. Chez Manson, les employés quittent leur travail le samedi à midi. Le sergent Tuzon, de la police de la City, fut donc plutôt surpris de voir quelqu'un muni d'un sac de voyage descendre les marches à 1h20. Ses soupçons s'éveillèrent, le sergent suivit son homme. Avec l'aide de l'agent Pollock, il réussit, en dépit d'une résistance désespérée, à l'arrêter. Immédiatement, il apparut qu'un vol audacieux et considérable avait été commis. Près de 100 000 livres de bons des chemins de fer américains
plus une grosse quantité d'autres titres, furent inventoriés dans le sac. L'examen des lieux amena à la découverte du corps du malheureux gardien, plié en deux et enfoncé dans le plus grand des coffres, où il n'aurait pas été trouvé avant lundi, si le sergent Tuzon n'avait pas manifesté autant de zèle que de courage. Le crâne de la victime avait été fracassé par un coup de tisonnier asséné par derrière. Sans aucun doute, Beddington avait pu entrer en simulant d'avoir oublié quelque chose. Il avait tué le gardien, dévalisé le gros coffre, mis le cadavre à la place des valeurs, et il se disposait à partir avec son butin. Son frère, qui est habituellement son associé, n'apparaît pourtant pas dans cette affaire, du moins d'après ce qu'on peut en dire aujourd'hui. Mais la police enquête afin de savoir où il se tient actuellement. Eh bien, nous pouvons épargner à la police quelques difficultés de ce côté-là, fit Holmes en lorgnant vers le corps recroquevillé près de la fenêtre. La nature humaine est un étrange composé, Watson. Voyez comme un bandit doublé d'un assassin peut susciter assez d'affection pour que son frère tente de se suicider quand il apprend que la corde l'attend. Mais nous n'avons pas le choix. Le docteur et moi monterons la garde, monsieur Pycroft, pendant que vous pousserez la complaisance jusqu'à aller prévenir la police.